Bonjour Annie. Bonjour Lise, ça me fait plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on parle souvent d'autogestion pour différentes maladies, dont la migraine. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est l'autogestion? Bien sûr, en fait, l'autogestion, c'est tout ce qu'une personne peut faire pour s'aider à progresser dans son cheminement avec la maladie. Donc, c'est pas uniquement du traitement spécifiquement parlant, mais c'est aussi comment apaiser tous les impacts que la maladie peut avoir dans nos vies. Nos symptômes, oui, mais aussi les impacts sociaux que ça peut avoir, par exemple, ou les impacts que ça a sur notre travail, sur nos activités significatives comme nos loisirs. Donc, ça demande beaucoup d'implication de notre part, comme vous pouvez me l'entendre dire déjà dans mes mots. C'est quelque chose dans lequel on est très actif comme personne malade. Puis, donc, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire parce que ça demande des changements dans notre quotidien, beaucoup d'adaptation. Et c'est souvent justement quand on a à faire un changement de nos habitudes de vie qu'on ressent le plus l'impact de la maladie sur notre vie. Migraine Québec offre une démarche d'autogestion, en quelque sorte un guide à suivre pour arriver à faire une bonne autogestion de la migraine. Nous le connaissons très bien puisqu'on l'a coécrit ensemble, mais j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ce document, de cette démarche. Entre autres, c'était quoi la motivation de créer un tel document et grosso modo, qu'est-ce qu'on y retrouve? En vivant moi-même avec la migraine et en ayant côtoyé beaucoup de personnes via l'organisme Migraine Québec depuis ses tout débuts, c'était évident qu'il y avait un manque au niveau de toute l'éducation qui pouvait être faite autour de la maladie. Donc, les médecins, quand on est chanceux qu'on a accès à un médecin qui s'y connaît dans la migraine, n'a pas nécessairement le temps d'aborder toutes les habitudes de vie autour et tout ce qu'on peut faire pour s'aider avec la maladie parce que déjà, de comprendre notre historique, de poser le bon diagnostic, de choisir le bon traitement, c'est beaucoup en une rencontre avec le médecin. Donc, on sentait le besoin, moi, je sentais le besoin personnel, mais on sentait aussi beaucoup le besoin dans la communauté des gens qui vivent avec la migraine, d'être accompagnés, d'être outillés pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, de plus que consulter leur médecin puis prendre la médication. Donc, c'est vraiment la motivation première qui nous a amenés à faire la démarche. Donc, c'est vraiment un guide qui amène la personne qui vit avec la migraine pas à pouvoir bien gérer sa condition, comme un cours 101 finalement de la migraine qu'on pourrait dire. Exactement. Et ça se base vraiment sur des données scientifiques, donc c'est à jour sur ce qui ressort dans la recherche, à savoir qu'est-ce qui peut améliorer la migraine au-delà du traitement médical. Et d'ailleurs, dans les guides de pratique des médecins, le traitement de la migraine, c'est oui un suivi médical avec un traitement médicamenteux, mais aussi tout un aspect de changements comportementaux, donc changement des habitudes de vie. Donc, ça fait vraiment partie intégrante du traitement de la migraine. Donc, c'est vraiment important que les gens qui ont cette maladie puissent avoir accès à qu'est-ce que je peux faire. Donc, dans la démarche d'autogestion, si je peux me permettre de dire un petit peu le contenu, non seulement on va expliquer ce qu'est la migraine, mais on va aussi présenter tout ce qui peut être fait dans nos habitudes de vie, que ça soit par exemple au niveau du sommeil, de l'alimentation et bien d'autres qu'on pourra aborder plus ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce que la personne peut faire elle-même? Parce que, comme tu le disais si bien, ça fait partie intégrante du traitement. Puis, quand on va à nos rendez-vous avec les médecins, avec les neurologues, on sait que la contrainte de temps est là. Ils ont beaucoup de gens à voir en très peu de temps. Donc, de faire tout le suivi au niveau des changements dans les habitudes de vie, étant donné que c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est possible que les médecins ne soient pas en mesure d'offrir ce service-là. Donc, c'est un peu là où la démarche entre en œuvre finalement. Tout à fait. Et c'est aussi un travail, je pense, qui doit se faire en interdisciplinarité, c'est-à-dire que le médecin peut pas faire tout seul. Le médecin, le neurologue spécialisé en migraine peut savoir que c'est efficace de diminuer sa consommation de sucre raffiné, par exemple, pour gérer la migraine, mais de là à accompagner la personne pas à pas dans
toi, qu'est-ce que tu manges, c'est quoi ton régime actuel, tes habitudes actuelles au déjeuner, par exemple, puis de regarder ce qui est mangé, les alternatives qui pourraient être prises en place avec peut-être les autres conditions santé de la personne, puis les autres allergies, etc. dans la famille. Là, ça prend un nutritionniste. Donc, l'idée aussi, c'est, avec la démarche d'autogestion, d'aller chercher comme ça des sources multidisciplinaires pour avoir quelque chose de vraiment plus complet. Oui, puis ce que j'entends bien dans ton propos aussi, c'est d'ouvrir des portes pour que chaque personne trouve son chemin. Donc, il n'y aura pas un chemin qui va être pareil pour chaque personne qui va parcourir la démarche. C'est vraiment quelque chose que chaque personne va pouvoir personnaliser selon ses besoins puis où ils en sont rendus dans leur cheminement. Exactement. Donc, le rôle de la démarche, c'est un peu comme de dresser un portrait de tout ce qui peut être fait, mais les gens vont justement aller piger là où ils sentent qu'ils ont le plus de besoins. Tu sais, s'ils savent depuis longtemps que leur alimentation, si je reviens encore à ce thème-là, doit changer, ça va leur donner peut-être le coup de pouce nécessaire pour le faire. Et si leur sommeil, ils le trouvent très récupérateur, bien, ils vont aller moins dans ces aspects-là. Donc, c'est vraiment de donner un portrait de tous les niveaux où on peut agir, où on a des leviers soi-même de façon autonome pour agir, mais sans, pour outiller les gens, mais sans nécessairement avoir tout à faire. Puis l'autre chose que je voudrais dire d'importante sur la démarche, c'est que non seulement elle présente les notions théoriques, mais un de ses objectifs premiers, c'est aussi d'accompagner les gens à mettre ces changements-là en place dans leur quotidien, parce que c'est souvent le plus difficile à faire. On sait la théorie, on sait ce qu'on devrait faire, mais de là à le faire au quotidien, c'est vraiment pas évident. Oui, c'est deux choses complètement distinctes. Je te proposerais, Annie, qu'on regarde un petit peu, c'est quoi les thèmes qui sont abordés vraiment concrètement. Donc, on pourrait peut-être y aller un module à la fois, puis expliquer un peu qu'est-ce qui est contenu dans chacun de ces modules-là. Donc, en guise d'introduction à la démarche, bon, là, on parle un peu du rôle du médecin. On parle de l'importance, évidemment, d'impliquer le médecin. Donc, c'est pas nous, on fait quelque chose, puis le médecin fait son travail et on se parle pas. Donc, c'est vraiment d'avoir cette collaboration-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Du module sur l'introduction? Oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est beaucoup de montrer aux gens comment ils peuvent être proactifs dans leur suivi médical. Comme on le dit, souvent, on a peu de temps quand on voit le médecin, en arrivant préparé, en sachant d'avance qu'est-ce qu'on veut dire au médecin. Par exemple, nos symptômes ou les symptômes qui ont changé depuis la dernière rencontre, donc notre évolution, en sachant d'avance nos attentes. Quand je vais sortir du bureau du médecin, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Est-ce que j'aimerais essayer un nouveau médicament? Au contraire, je suis tannée des médicaments, j'ai eu trop d'effets secondaires dernièrement, je veux miser plus sur des approches naturelles ou des changements d'habitude de vie. Donc, il faut un peu réfléchir avant de se rendre dans le bureau du médecin pour pouvoir mieux guider. Comme ça, quand on sort de la rencontre, c'est vraiment été un travail de collaboration, puis on est plus satisfait aussi. Nos questionnements et nos attentes ont été répondus. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis même, c'est ça, on a inclus un questionnaire pour aider à se préparer pour cette rencontre-là. Comme ça, on a sous la main toutes les informations qu'on va vouloir transmettre sans chercher combien on a fait d'épisodes dans le dernier mois. On n'est plus sûr, mais là, tout est écrit, donc c'est plus facile. Ensuite, bon, c'est ça, on a l'auto-évaluation qu'on propose aussi aux participants. Peux-tu nous expliquer un peu les raisons pourquoi quelqu'un devrait faire une auto-évaluation avant même de commencer un suivi d'autogestion? Bien, il y a deux raisons, je dirais, à cette auto-évaluation-là. Si quelqu'un s'engage dans un processus vraiment très plus rigoureux, je dirais, d'autogestion, donc qui se dit vraiment pendant les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, je vais travailler très fort sur mon autogestion, l'auto-évaluation va lui permettre de faire un portrait de sa situation avant de commencer sa démarche d'autogestion pour pouvoir la comparer avec son état final. Donc, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui a régressé peut-être, ou est-ce que c'est stable. Mais ça peut aussi être utilisé de façon, je dirais, plus ponctuelle pour évaluer de façon générale en ce moment quel est l'impact de la migraine sur ma vie ou quelle est l'intensité de ma maladie. Donc, le questionnaire d'auto-évaluation regarde à la fois
par exemple, la fréquence des crises, l'intensité des crises, mais aussi les impacts que ça a sur toutes nos habitudes de vie, que ça soit nos capacités à faire les tâches ménagères à la maison, à travailler, à voir nos amis. Donc, ça regarde tout le reste, notre humeur aussi, tu sais, les aspects psychosociaux. Donc, ça fait vraiment un tour d'horizon. En ce moment, ma condition est à quel niveau, puis les impacts sur ma vie. Puis ensuite, les 2 modules qui débutent la démarche sont des modules qu'on pourrait peut-être dire un peu plus théoriques, où on décrit, bon, qu'est-ce que c'est la migraine. Puis après ça, bon, déjà, on tombe un petit peu dans le plus personnel, où les participants sont invités à essayer de découvrir certains déclencheurs, certains signes avant-coureurs de la maladie. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi ces informations-là sont importantes à comprendre pour les personnes qui vivent avec la migraine? Dans le module 1, je pense que la chose qui est la plus importante à comprendre, c'est que même si la migraine n'est pas toujours à fréquence chronique, donc même si vous faites moins que 15 crises par mois, c'est quand même une maladie qu'il faut considérer comme chronique, c'est-à-dire un peu comme le diabète ou l'hypertension ou l'épilepsie, si je veux prendre un autre exemple de maladie neurologique comme la migraine. Donc, c'est une maladie qui va rester, on pourrait dire, toute la vie, pas nécessairement à la même intensité que celle que vous connaissez maintenant, mais c'est très important de le comprendre dès le début parce que ça nous explique pourquoi il faut au quotidien et à long terme faire des changements dans nos habitudes de vie, dans notre mode de vie pour adresser cette condition-là. Donc, si je prends un autre exemple, par exemple, les gens qui sont asthmatiques, ça ne veut pas dire que toute leur vie, ils ne pourront jamais faire de sport, au contraire, mais ils vont savoir quel traitement ils doivent avoir sur eux au cas où ils feraient une crise d'asthme pendant une activité sportive. Ils vont aussi apprendre à mieux connaître leurs limites de jusqu'où ils peuvent aller dans l'intensité d'une activité physique. Donc, c'est vraiment le point clé du module 1. Pour le module 2, c'est un module où on amène les gens vraiment à observer les déclencheurs de leur crise. Donc ça, c'est pas la cause de la migraine, mais c'est tous des facteurs qui peuvent influencer puis nous amener à faire plus souvent des crises pour leur permettre de prendre action sur ceux pour lesquels ils ont du contrôle. C'est sûr que si on se rend compte que la météo ou nos allergies saisonnières ont un impact sur nos crises, on a moins le contrôle là-dessus parce que ça va rester présent. Par contre, si on se rend compte que pour nous, à chaque fois qu'on consomme du vin, par exemple, là, on a une crise dans la soirée ou le lendemain, mais on peut prendre la décision d'arrêter de prendre du vin. Pas toujours facile, il y a plein d'alternatives, mais au moins, ça nous montre où on peut avoir des leviers d'action. Puis, il y a aussi un exercice pratico-pratique sur le prodrome, donc comment apprendre à discerner son prodrome, qui est la première phase d'une crise de migraine. Le but de ça, c'est vraiment qu'on voit très tôt l'arrivée d'une crise pour que dès qu'il y a de la douleur, on puisse prendre notre médication selon notre plan de traitement avec notre médecin. Donc ça, notre médecin va être vraiment très content de ça parce que vous allez vous faire dire souvent, si c'est pas déjà le cas, de prendre votre médication tôt en début de crise. Donc, si on arrive à discerner notre prodrome, on sait que ça s'en vient, mais dès que la douleur arrive, on est plus rapide pour prendre notre médication. Fait que je dirais que c'est les points importants des modules 1 et 2. Puis je trouve que ce qui ressort beaucoup dans ça, c'est vraiment d'augmenter le sentiment de contrôle qu'on peut avoir sur la maladie. Si déjà on sait qu'est-ce qui cause la migraine, pourquoi on vit avec cette condition-là, quels sont nos déclencheurs qui font que les épisodes apparaissent, puis qu'on est ensuite capable de distinguer c'est quoi les premiers signes qu'il y a un épisode qui s'installe, ben déjà là, je pense que ça nous donne un côté à tout le moins un peu plus prévisible aux différents épisodes qu'on peut vivre. Puis, on sait, bon, le côté imprévisible de la migraine, c'est une des grandes difficultés. Donc, déjà, dans ces 2 premiers modules-là, je sens qu'on devient déjà un peu plus outillé face à la migraine. Oui, puis ça nous permet de le voir aussi autrement, mais je pense tout au long de la démarche, de pas juste voir tout ce que la migraine nous empêche de faire ou ce qu'on peut plus faire. On peut plus boire de vin, on peut plus sortir dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Ça nous montre d'autres aspects qui peuvent fonctionner aussi. Donc, c'est des déclencheurs-là qui sont pour nous à éviter, mais
tous les autres qu'on n'a pas, puis sur quoi on peut miser aussi pour aller mieux. Donc, par exemple, il y a un tableau qui montre plein d'exemples de comment on peut apaiser ses symptômes pendant une crise. Donc, ça nous outille aussi sur le plan, pas juste de retirer des choses, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter dans notre vie pour être mieux. Oui, puis comment on peut s'adapter finalement pour continuer de faire des choses qui sont agréables, qui sont significatives pour nous. Dans les modules qui suivent, bon là, on tombe vraiment plus dans les stratégies plus pratico-pratiques. Donc, le module 3 qui porte sur les habitudes de vie. Dans ça, j'aurais envie de dire un peu qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Bon, on sait qu'on doit avoir une alimentation qui est saine, qu'on doit s'hydrater suffisamment, qu'on doit avoir des bonnes habitudes de sommeil, qu'on doit faire de l'activité physique sur une base régulière, faire attention de bien gérer notre stress. Dans la démarche, qu'est-ce que ce module-là va apporter de plus, puisque c'est souvent des informations qui sont quand même connues? Ouais, on a essayé de faire ressortir vraiment, au-delà de tout ce qui peut être fait, par exemple, pour améliorer son sommeil, qu'est-ce qui est spécifiquement démontré dans la littérature pour être le meilleur sommeil pour une personne qui vit avec la migraine spécifiquement, donc qui va avoir des effets positifs sur sa condition. Par exemple, de se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end, donc pas faire de grasses matinées, c'est vraiment démontré. Donc, on va pas nécessairement aborder de dormir dans une pièce sombre, des choses comme ça, parce que ça, c'est bon pour tout le monde. On essaie de cibler vraiment à travers les 5 habitudes de vie, donc que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, la gestion du stress, la posture et l'activité physique, ce qui est spécifique à la constitution de la migraine. Donc, comment on peut l'aborder pour espérer avoir des effets positifs sur notre condition. Puis je pense aussi le fait qu'on donne ces conseils-là appliqués très spécifiquement à la migraine, qu'on propose une auto-évaluation aussi pour que les gens voient où ils en sont avec ça. Mais le fait que ce soit dans une démarche structurée, parfois, ça va être justement la petite poussée de plus qui va faire que la personne va se mettre en action, puis que même si certaines choses qui étaient connues, qui avaient peut-être le souhait d'améliorer l'alimentation ou le sommeil ou l'activité physique, bien, le fait d'être engagé dans cette démarche-là va peut-être faire en sorte que c'est à ce moment-là, finalement, que les gens vont se mettre en action. Oui, tout à fait. Puis, dépendamment le format sous lequel vous faites la démarche, si vous êtes en atelier, on en parlera plus tard, avec un groupe ou vous le faites en ligne, vous allez être aussi un peu plus accompagné que si vous êtes seul à la maison, bien, ça motive aussi. Puis, on aborde vraiment les habitudes de vie en donnant le plus précisément possible des indications, là, tu sais, des indications pratico-pratiques. Exemple, combien de quantité d'eau on devrait boire par jour. C'est bien beau dire, il faut bien s'hydrater, mais ça veut dire quoi? Puis là, la personne s'hydrate plus, puis elle dit, mais je suis toujours rendue à la toilette. Fait que, tu sais, faut comme trouver un juste milieu. Mais qu'est-ce qui est dit dans la littérature? C'est quoi s'hydrater suffisamment? Puis améliorer son alimentation. Je veux dire, on peut être étourdi assez vite. Donc, tu sais, c'est quoi spécifiquement dans mon alimentation? Et dans le module 3, ce que j'entends beaucoup des participants, c'est que d'un côté, ils sont contents de savoir tout ce qu'ils peuvent faire, mais en même temps, des fois, ça les déroute parce que ça leur donne l'impression qu'ils en ont beaucoup à faire. Je pense que ça devient important à ce moment-là de faire un lien entre, mais c'est quoi mes déclencheurs à moi? Si j'avais très peu de déclencheurs alimentaires qui sont ressortis, j'irais pas adresser tout de suite l'alimentation. Qu'est-ce que je pense qui est plus déséquilibré dans ma vie puis qui affecte possiblement plus ma migraine en ce moment? Puis on commence par ça. On n'est pas obligé de changer tout en même temps. Puis le module suivant, moi, je dois t'avouer que c'est un de mes modules préférés. C'est celui qui porte sur les activités significatives puis qui fait ressortir justement le fait que pour les personnes qui vivent avec la migraine, souvent, ils vont cesser plusieurs activités, même si c'est des choses qui étaient très importantes pour eux, des choses qui étaient agréables. Puis parfois, il y a certaines personnes qui vont se retrouver à faire très, très peu de choses et parfois, le peu de choses qu'ils vont faire, ça ne sera pas des activités agréables et significatives. Ça va être les tâches, la liste de choses à faire, puis il y a très peu de place pour le plaisir dans ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réalité-là? Bien souvent, quand la maladie de la migraine s'immisce dans nos vies,
les premières choses qu'on laisse de côté quand une crise nous empêche, par exemple, d'aller au travail, ben on va reprendre ces heures de travail-là manquées en laissant de côté plus les choses moins qu'on a l'impression qu'ils sont moins importantes, comme les loisirs, les activités sociales, etc. Mais au final, quand notre vie tourne qu'autour de la gestion de la maladie et les tâches, on n'a plus de plaisir, puis on se met à perdre du sens, tu sais, ça a l'air peut-être un petit peu sombre, ce que je veux dire, mais c'est quoi le sens de la vie si au final, on fait qu'être toujours dans les tâches, le travail, puis la gestion de la douleur. Il y a plus la notion de plaisir est perdue. Fait que c'est vraiment le centre de ce module-là, c'est de retoucher à du plaisir selon nos capacités. Pour des personnes, ça peut être du coloriage, par exemple, donc quelque chose qui est très, très peu exigeant, très relaxant. Pour d'autres, ça peut être une activité qui est physique. Ça dépend vraiment, ça dépend de nos goûts. Donc, quand on parle d'activité significative, c'est pas nécessairement une activité physique pour s'entraîner. C'est n'importe quoi qui nous amène du plaisir, puis c'est important de réintégrer ça dans notre quotidien. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de trouver quelque chose qui est adapté à nos capacités actuelles. Et il y a plein d'outils dans le module pour vous aider à le faire. Il y a une liste complète qui nous fait penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé que, effectivement, j'aimerais ça faire ça, puis en ce moment, je me sentirais capable malgré la migraine. Oui, puis cette adaptation-là, je pense que c'est vraiment un élément central du module 4 parce que, bon, oui, en présence des épisodes de migraine, il y a des choses qu'on va devoir adapter, mais même outre ça, même quand on n'est pas dans un épisode de migraine, il y a la fatigue qui se fait sentir. Puis ça nous amène, dans le fond, au module suivant. Comment gérer cette fatigue-là? C'est quoi les points qui sont les plus importants qu'on aborde à cet égard-là? Mais la fatigue fait partie de la maladie parce qu'elle est autant présente dans le prodrome et le postdrome. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir, peu importe la fréquence des crises. Donc, selon l'intensité de la fatigue, on va avoir à plus ou moins s'adapter. Dans le module, on donne vraiment plein d'astuces sur comment se créer un horaire qui correspond à notre énergie du moment, puis comment on peut l'adapter si, ben là, finalement, j'ai une crise, je pourrais pas faire exactement ce que j'aurais prévu faire sans crise, mais c'est quoi mon plan B quand j'ai une crise à ce moment-là? On donne aussi beaucoup d'astuces sur comment justement planifier cet horaire-là avant de la mettre sur papier, à quoi penser. Donc, que ça soit, par exemple, d'étaler les tâches les plus exigeantes dans la semaine, pas toutes faire la même journée. C'est vraiment un travail qui se fait tout au long de la maladie, puis dépendamment de l'évolution aussi. Quand on a très peu de crises, ça nous apparaît bien correct d'en faire moins les journées où on a une crise de migraine, puis en faire plus le lendemain. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais ça fonctionne souvent au début. Mais quand on a de plus en plus de crises, là, il faut plus se trouver un air d'aller, que j'aille une crise ou non. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment étaler tout ce qui est exigeant au cours de la semaine pour pas être complètement le lendemain épuisé de ce qu'on a fait la veille? Le dernier module porte sur les conséquences émotives et sociales de la migraine. Pourquoi c'est important de porter attention à ces aspects-là? Bien, la migraine, comme on l'a dit, ça affecte beaucoup d'autres sphères de vie que juste notre santé physique. Donc, ça peut nous faire perdre, comme on a dit tout à l'heure, toutes nos activités qui nous amenaient du plaisir. Et ça, c'est souvent associé à des difficultés au niveau de l'humeur, sans avoir nécessairement un diagnostic de dépression majeure, par exemple, mais ça peut nous amener à des périodes de déprime où on peut trouver ça très anxiogène aussi de pas savoir ça va être quand la prochaine crise, j'ai un événement important, je vais-tu le manquer? Ça peut nous faire vivre plein d'émotions. Ça peut changer tellement nos relations sociales aussi que ça peut créer des conflits ou des éloignements avec des amis qu'on avait avant. Donc, c'est sûr que ça va nous faire vivre plein d'émotions. En plus de l'aspect que dans la société, c'est pas toujours très connu la migraine, donc on peut recevoir des conseils maladroits ou que la migraine est comparée à un simple mal de tête, donc on se sent incompris. Tout ça, ça amène des impacts au niveau de l'humeur. Donc, c'est sûr que tout le monde va en vivre. Même, en fait, dans nos vies en général, migraine ou non, on va vivre des difficultés au niveau de notre santé psychologique. Donc, c'est un module qui aide les gens à analyser pourquoi je me sens comme ça en ce moment. Est-ce que mes pensées et mes émotions me sont utiles ou si, au contraire, si je continue à trop nourrir ça,
ça peut créer d'autres crises ou juste augmenter mon inconfort psychologique. T'sais. Donc, si on est anxieux, on se sent pas bien, si je continue continuellement à penser à tous les déclencheurs que je veux éviter, ça me sort pas de mon anxiété. Donc, on essaie de creuser le pourquoi je suis anxieux pour après mieux rediriger. Quand je sens l'anxiété arriver en lien avec les déclencheurs, maintenant, je sais où aller. Je sais que je peux me prendre 5 minutes pour penser au déclencheur de cet événement particulier-là qui s'en vient. Donc, je vais apporter avec moi, disons, ça, puis après, on décroche. Donc, on revient toujours à cette idée-là d'avoir des trucs pratico-pratiques, d'être dans le concret, des choses applicables qui vont apporter un changement réel pour la personne qui vit avec la migraine. Ouais. Migraine Québec offre des ateliers pour accompagner les participants qui parcourent la démarche. Ce serait quoi l'avantage de faire la démarche avec un groupe de personnes alors qu'on peut très bien la faire par soi-même? Quel est l'avantage des ateliers? Mais comme on a dit tout à l'heure, le changement de ses habitudes de vie ou de comportement en général, s'adapter à une maladie, tous les aspects psychologiques aussi, les impacts psychologiques de la maladie, c'est ce qui est le plus difficile à gérer et à changer. Donc, au niveau des recherches, c'est démontré que quand on est accompagné, quand on est en groupe, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, pour nous guider, mais aussi pour nous aider à garder la motivation, donc à persévérer. Puis, au niveau psychologique, bien, c'est le fait de rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous, qui ont passé par des périodes plus difficiles et maintenant qui vont mieux, que ça nous donne l'espoir. Donc, ça l'adresse tout ça en même temps. C'est très fort l'effet de groupe en général. C'est prouvé dans la science à plein de niveaux pour le traitement de d'autres conditions de santé, mais pour la migraine aussi, ça l'est. Donc, ça nous permet de garder notre motivation. Puis quand on a des questions, on peut tout de suite aussi avoir réponse à nos questions. Si on se sent perdu, on ne sait plus trop où mettre notre énergie. Comme je disais tantôt, les fois, les gens disent « là, je sais tout, mais j'ai l'impression que j'en ai beaucoup à faire ». Bien, il y a toujours quelqu'un pour nous aider à nous réaligner. Donc là, on anime toutes les deux des ateliers d'autogestion chez Migraine Québec. À date, qu'est-ce qui en est ressorti selon toi quand tu penses aux participants? Comment ça a été reçu de leur part ou ça a été quoi les plus grands succès que tu as pu observer? Bien, si je parle de la démarche en premier, les gens ont vraiment dit que ça comble un manque qu'il y avait. Donc, le manque qu'on sentait, ça a vraiment venu répondre à leurs besoins. Puis, ils ont trouvé le document écrit, bien qu'il est assez étoffé d'une centaine de pages. Ils l'ont trouvé vraiment bien fait, aéré. Les exercices pratico-pratiques, justement, rendaient les choses très concrètes. Pour les ateliers, plus spécifiquement, les gens sont vraiment contents de rencontrer des gens qui vivent la même chose. Ça ressort beaucoup. D'avoir des informations scientifiques, d'avoir le modèle des animatrices aussi, qui sont des gens qui vivent avec la condition, puis qui ont une vie qui font du sens, une vie positive. Ça leur fait du bien aussi de vivre ça. Puis pour des gens qui sont à l'écoute et qui aimeraient pouvoir parcourir la démarche, qui aimeraient peut-être participer aux ateliers, où on doit s'adresser? Tout simplement en allant sur le site de Migraine Québec, le chemin va être très évident, puis vous allez voir les différentes façons que vous pouvez découvrir la démarche, puis vous prendrez le choix de ce qui vous convient le mieux, puis rien ne vous empêche de faire plusieurs aussi, tu sais, de commencer par un atelier, après de poursuivre par vous-même ou de faire le cours en ligne. Les multimodalités sera le mieux, mais une à la fois. Annie, on a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui en lien avec l'autogestion, avec la démarche, avec les ateliers. Est-ce qu'il y a certains points qu'on n'aurait pas encore abordés aujourd'hui et que tu jugerais pertinent qu'on discute? Je pense que la seule chose que j'aimerais qui reste avec les gens, c'est que même si vous pouvez faire une tonne de choses pour améliorer votre condition par vous-même dans l'autogestion, ça veut pas dire que la migraine, c'est de votre faute. Parce que souvent, en se concentrant beaucoup sur l'autogestion, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû mieux gérer mon stress, j'aurais pas fait une crise cette fois-ci. Ah, j'aurais pas dû boire du vin à soir. Ah, on voit tout ce qu'on peut changer. Ça nous donne l'impression qu'on devient plus responsable de nos crises que ce qu'on l'est vraiment. À la base, c'est une maladie qui est génétique. Notre cerveau est plus sensible. Il y a des gens pour qui, par exemple, le stress va devenir un côlon irritable, d'autres des crises cardiaques plus tard. Nous, notre cerveau est plus sensible à la migraine que le voisin. Donc,
nous, notre stress se déclenche plus en crise, mais c'est pas à cause de nous qu'on fait une migraine. On a une prédisposition génétique à la base, c'est une maladie comme une autre. Fait que de juste pas oublier ça en route. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.